Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de lever le voile sur ce qu'on appelle le cost index, en commençant par un des premiers endroits où on en trouve la trace, la préparation du vol avec SimBrief, ou dans la case Cruise Profile, profil de croisière, où on peut choisir entre Long Range Cruise, Mach 0118, ou bien un cost index qui, lui, va prendre une valeur de 0 à 100 quand on a un FMS qui résonne en pourcentage, ou bien demander à SimBrief de se débrouiller, de trouver l'optimum pour ce cost index. On verra par la suite comment on fait. Là où on va le retrouver, c'est aussi dans l'Operating Flight Plan, c'est-à-dire le plan de vol opérationnel généré par SimBrief pour un vol donné, dans lequel ici, par exemple, SimBrief nous a proposé un cost index de 60. Bon, très bien. Alors, à quoi ça correspond ce cost index? Eh bien, justement, c'est une notion qui est trop souvent associée à la notion de vitesse. En fait, il n'en est rien. C'est un paramètre qui est relatif à une notion de coût global d'un vol, relatif à l'exécution d'un vol. Et vous allez voir que c'est principalement une question de compromis entre le fait de voler vite et d'arriver plus tôt, d'amener plus tôt ses passagers ou son fret, ou bien de voler à un coût minimum. Donc, comme on vient de le dire, au lieu de s'intéresser à la vitesse dans beaucoup d'autres paramètres, le cost index va se focaliser sur la notion de coût du vol. Et ce coût, on va le voir par la suite, il est associé à une notion, à un Mach particulier, une vitesse particulière en Mach, qui est appelé le Mach Echo. Et on va chercher donc à trouver la valeur minimale de ce Mach Echo, la valeur en coût de ce Mach économique. Donc dans les docs, vous trouverez la notion de DOC, Direct Operating Cost. Ça comprend quoi? Ça comprend à la fois les coûts fixes relatifs à l'exécution d'un vol, qu'on notera ACC, les coûts relatifs au flight time, c'est-à-dire que plus le temps de vol va être long et plus le coût relatif à time, au temps, va être important. Ça va être une notion de maintenance derrière, de crew, d'équipage, à la fois l'équipage commercial, à la fois l'équipage technique. Et un troisième aspect qui va être la notion de coût relatif au fuel, sachant que plus on va aller vite, plus on va consommer de fuel et inversement. Donc ce coût Direct Operating Cost, il est égal à quoi? Ben, les coûts fixes, plus le coût du fuel multiplié par la durée du vol, le delta F, plus le coût relatif au temps multiplié par delta T, donc le temps du vol aussi. Dans Cost Index, il y a quelque chose qu'on oublie toujours euh, quand on pense qu'il s'agit de quelque chose qui règle directement la vitesse, c'est la notion de cost, le coût en anglais, cost index. C'est bien un index relatif au coût d'un vol. Et les confusions donc qu'on fait très souvent sont relatives à ça. On ne parle pas de temps et donc de vitesse, mais de coût du temps. C'est vrai que ça pique un peu les yeux au début. Et de la même façon, quand on parle de fuel, on parle pas, quand on parle de cost index, on ne fait pas référence à une quantité de fuel, mais au coût de fuel consommé. Et là, on voit arriver des notions assez importantes en exploitation aérienne, à savoir le coût du fuel au prix où on l'aura acheté au départ. Et si on fait un aller-retour, est-ce qu'il faut qu'on trimballe du fuel aller-retour parce qu'on sait qu'à destination, il est plus cher qu'au départ et ou à l'arrivée? La notion de citerne volante, on a des abacs dans les manuels de vol qui permettent d'évaluer ce genre de paramètres. Et donc, le cost index, d'un point de vue mathématique, c'est égal au coût du temps divisé par le coût du fuel utilisé pour un vol donné.
la mission, si on peut s'exprimer ainsi, du cost index, l'objectif, c'est donc le trip cost, à savoir le coût du vol, l'optimisation de la mission, c'est-à-dire que si on vend des billets pour aller de A à B et un départ 14 heures et une arrivée 16 heures, optimiser cette mission, c'est entre autres partir à l'heure, forcément, mais aussi arriver à l'heure et pas une demi-heure en retard. Donc on voit bien là que la notion de compromis va être omniprésente dans l'estimation d'un cost index, puisque si on a beaucoup de vent de face ou que l'on part en retard, eh bien on va accepter éventuellement de voler plus vite et donc de consommer plus, mais pour amener ses passagers à destination à l'heure. Je viens de réaliser que j'avais oublié de vous montrer à quel endroit on insérait dans le MCDU de la 320 euh, la notion de cost index. C'est dans l'init A, et c'est ici. Voilà. Par exemple, un cost index de 8 va apparaître ici. Pour revenir aux missions, aux objectifs du cost index, encore une fois, ça ne parle pas directement de vitesse. On avait vu dans la vidéo sur les vitesses, et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à arrêter là, à aller voir cette vidéo sur les vitesses et revenir ici par la suite, sinon vous allez être perdu. Donc le cost index, la valeur de cost index minimale en l'occurrence 0, elle est égale au Mach de Long Range Cruise, le Mach LRC, à savoir le Mach avec lequel on franchira la plus grande distance avec une unité de carburant, en l'occurrence 100 kg, 1 kg, peu importe. Et on se rend compte que si le cost index augmente, le Mach économique, à savoir encore une fois celui qu'on va minimiser en fonction de tout un tas de calculs relatifs au coût, et encore une fois coût de temps, coût fixe et coût de fuel, ce Mach économique augmente. Donc là, on voit que direct, il y a une relation indirecte, mais oui, indirecte, mais directe, pardon, mais pas la seule, hein. Le cost index augmente, le Mach économique augmente. Donc on va voler plus vite. À l'inverse, cost index 0, Mach économique va diminuer. À savoir, on va voler moins vite. Et dans la 320, vous pouvez vous amuser pour un plan de vol donné. Là, en l'occurrence, je crois que c'était Innsbruck, LFKB, LFK Corse B Bastia, où on avait pour un Mach, pardon, pour un cost index donné, on avait un temps donné, 2h25, et vous pouvez vous amuser en allant dans l'init A et en changeant la valeur du cost index, vous verrez que le temps va changer, va augmenter ou diminuer. Et donc on va aussi se rendre compte dans la partie progress, que, pardon, j'ai dit une bêtise, c'est pas dans progress, c'est dans perf. Et dans perf, vous voyez, là c'est la partie take-off. Si vous allez dans climb, vous verrez que la vitesse de montée va être différente. Le top of climb qu'on va retrouver dans le flight plan va être aussi un peu différent. On verra comment il évolue tout à l'heure. Et puis en retournant dans les perfs, dans la partie cruise, le Mach va être différent en fonction, là encore, du cost index qu'on aura choisi. Les valeurs du cost index, en fait, elles varient suivant les constructeurs des FMS, hein. En l'occurrence, là, c'est celui-là, il a l'air de correspondre, celui de Flying by Wire, il a l'air de correspondre à celui de Thales. En tous les cas, si j'en crois les documentations de chez Thales. Euh, donc il a des valeurs chez Thales de 0 à 100 et il y a d'autres constructeurs qui ont des valeurs de 0 à 999. Donc le cost index, suivant le constructeur, il varie de 0 à 99 pour ce qui nous concerne. Prenons les valeurs extrêmes. Pour un cost index de 0, ça revient à dire qu'il n'y a pas de charge
fixe. Et donc que le temps, dans le calcul du coût relatif à un vol, le temps n'a pas d'impact. Le temps n'a pas de coût. Ça revient à dire cela. Seul le fuel a un impact. Du coup, pour minimiser le coût du fuel pour un vol donné, on va consommer le moins possible. Et dans ce cas-là, le Mac économique sera égal au Mac de Maxi Range. Encore une fois, Maxi Range, c'est le Mac auquel on va franchir la plus grande distance par unité de carburant, par exemple 100 kg. Le coefficient de temps est peu important en regard au coût du fuel qui lui est très important. Pour maintenant un CI, un cost index de maximum. Dans ce cas-là, on va raisonner de la manière suivante, à savoir que le temps on part du principe que le temps vaut très cher et le fuel n'est pas cher. Dans ce cas-là, on met pleine puissance, on vole le plus vite possible et ma foi, le Mach économique, il va être égal à maxi speed. Et en général, cette valeur max speed, elle est, pour différentes raisons techniques, elle est égale au Mach de max operating, MMO, moins 0,02. Donc la VMO, ou la VMO moins 10 nœuds, si on est suffisamment bas pour raisonner en vitesse et non plus en Mach. Et pour résumer tout ça, donc un cost index de 0, on est dans un mode, entre guillemets, le mode mini fuel. Donc fuel mini maxi range, gros impact du coût du fuel, alors que le cost index valeur max, on est en mode, entre guillemets, toujours mini time, on va diminuer et optimiser au maximum le temps. On va voler le plus vite possible. Et pour un A320, par exemple, ce cost index max, il est égal à MMO moins 0,02. Ça nous donne un Mach de 0,82. Essayons de voir la synthèse de tout ça sur un graphique. On a un graphique avec en axe Y le coût et là le nombre de Mach. Plus on va à droite de l'axe des X et plus on va voler vite. On a vu dans les coûts qu'il y avait la notion de coût fixe. Bon, bah, c'est une droite plate, ça vous pouviez vous y attendre, et de coût variable. Dans les coûts variables, il y a le coût relatif au temps et le coût relatif au fuel. Il se trouve que le coût relatif au temps, c'est une quasi-droite qui diminue avec le temps. Ça s'explique simplement parce que ça permet, entre autres, de faire parcourir à l'avion la plus grande distance possible entre deux révisions horaires, c'est-à-dire tous les temps de centaines d'heures. Donc du coup, plus on va voler vite et plus le coût relatif au temps va diminuer. Bien entendu, là, on prend en compte la notion aussi de coût du personnel qui, lui, va être relatif au time cost, qui, lui, va augmenter un peu. Enfin, ça, je dirais que c'est la résultante approximative. Le temps, le coût relatif au fuel, c'est cette droite-là. Excusez ces petites cassures, imaginez que c'est une courbe. Et la valeur minimale de cette courbe, c'est celle-là, c'est le Mach de Maxi Range. Encore une fois, c'est le Mach auquel on va voler euh, sur la plus grande distance par unité de carburant. Alors, vous verrez dans la vidéo sur les vitesses que souvent on ne vole pas au Maxi Range, mais au Mach de Long Range Cruise, qui est légèrement plus rapide de Maxi Range, et on accepte en fait avec le Mach de Long Range Cruise de voler un tout petit peu plus vite, de consommer un peu plus, mais de gagner beaucoup en vitesse. Vous verrez ça dans la vidéo sur les vitesses. Toujours est-il que la courbe là, de total cost, du coût total, c'est celle-là, et c'est la valeur minimale de cette courbe qui va nous donner le Mach économique. Et ce Mach économique, il se balade entre sa valeur minimale, c'est le Mach de Maxi Range,
Et la valeur maximale, eh ben, c'est celle du Mac max, de la vitesse max. Et suivant l'ensemble des paramètres qu'on a parcouru rapidement, euh, ce total cost va tenir compte de tout ça et va nous donner le Mac Echo. Alors sachant que vous allez me dire, mais tous ces coûts-là dépendent en fait de la compagnie aérienne, du type de vol à court, moyen, long courrier, les coûts de personnel et tout un fatras de paramètres. Justement, c'est ce qui fait la difficulté du calcul de ce cost index et ce qui fait aussi que chaque compagnie aérienne pour chacun de ces types de vols va avoir ses modes de calcul du cost index. Et toutes ces données-là, elles sont dans des systèmes de calcul propres aux compagnies aériennes et ne sont pas dans le MCDU. Euh, Quand on reçoit et qu'on vérifie avant aux OPS le, le plan de vol opérationnel, pour notre cas SimBrief, SimBrief intègre, en théorie, intégrerait tout ça, si c'était notre compagnie aérienne. Là aussi, pour retourner aux vidéos sur la vitesse et sur les optimisations des altitudes qu'on va choisir en croisière, si on fixe la PA, c'est-à-dire la ZP, l'altitude pression, le niveau de vol, donc pour un niveau de vol fixe et une masse qui diminue, et c'est ce qui va se passer au fil du vol puisqu'on va consommer du kérosène, le Mach icon augmente, le Mach économique augmente. Si maintenant on fixe la masse et que l'on augmente la pressure altitude, le Mach icon augmente aussi. Étonnant ça. Donc, le Mach icon, en règle générale, on a l'habitude de dire qu'il suit les variations, le sens des variations de l'altitude à laquelle on est, l'altitude pression à laquelle on est, et la masse. Quand on regarde maintenant dans la vraie vie, on se rend compte que souvent le vol se fait à Mach constant, simplement pour des raisons ATC. Imaginez un peu la difficulté de gérer une flopée d'avions dans un secteur aérien si chaque avion va à sa vitesse. Donc les vitesses sont plutôt fixées par les contrôleurs aériens et du coup, eh ben, on voit tout de suite sur ce schéma que lorsque l'on vole à Mach constant, quelle que soit notre masse et quelle que soit l'altitude, eh bien on va toujours être a priori au-dessus des valeurs qui nous arrangeraient, nous, à savoir le Mach de Maxi Range ou le Mach de LRC, Long Range Cruise. Alors ce schéma se lit de la même manière suivante. Ici, on a le Specific Range, c'est-à-dire la distance qu'on va pouvoir franchir par unité encore une fois, de carburant. Ici, la vitesse, plus on va à droite, plus la vitesse augmente. Une fois qu'on arrive en niveau de vol, on peut supposer que notre masse est celle-ci. Plus on va consommer euh, et plus la masse va s'alléger. En théorie, il faudrait au fur et à mesure que l'on s'allège, par exemple si on est sur un Mach de Maxi Range, il faudrait que on suive cette droite-là, à savoir qu'il faudrait que l'on ralentisse au fur et à mesure que l'on s'allège, pour rester sur un Mach de Maxi Range. Pareil pour le LRC. Pourquoi ces valeurs moins 1%? C'est ce dont je vous parlais rapidement tout à l'heure. On accepte avec le Mach LRC de consommer un tout petit peu plus pour gagner pas mal de vitesse. On le voit ici. Donc c'est ce Mach LRC qui est très souvent utilisé. Et là, par rapport à un Mach constant qui serait ici, eh ben, on va forcément être consommé un peu plus et donc être un peu moins intéressant en termes de specific range que le Mach de Maxi Range et le Mach LRC. Vous voyez, pour cette valeur-là, la troisième masse, là, une fois allégée, on serait à cette valeur-là. Ceci dit, on peut aussi avoir du bol et
dans un cas de figure où la verticale de constante Mach serait par là, et ça, on limiterait un peu les dégâts. Vous pouvez aussi, une fois en niveau de vol, demander un Mach qui vous arrange un peu plus. Et par rapport à votre cost index, par rapport à tout un tas de critères, et au contrôleur aérien de vous l'accepter ou pas. Dans quel cas on peut être amené en vol à modifier la valeur du cost index dans le MCDU? Par exemple, si une dégradation météo à l'arrivée est plus importante, enfin va arriver plus vite que prévu, bon, ben, c'est clair qu'on a intérêt à arriver le plus rapidement possible, ce qui peut nous éviter, par exemple, d'aller se dérouter vers un alternate à destination. Et même si on va consommer un peu plus en route, on consommera globalement moins par rapport au fait de se dérouter vers un alternate à l'arrivée et bien entendu à prendre tous les packs, les amener à l'hôtel ou les ramener à destination. Enfin, vous imaginez le bazar. Une autre raison, c'est celle relative au fuel. Imaginez que vous ayez rencontré plus de vent que prévu, que ça s'est amélioré et que, bon, etc. Donc vous devez économiser du fuel et donc là, bah, avec un cost index égal 0, vous allez passer à une vitesse de maxi range. Parfait. Le respect du schedule vis-à-vis des packs, effectivement, si vous avez un créneau horaire midi 14 heures et que vous voyez que pour différentes raisons, météo, trafic aérien, ATC, vous allez grave emplafonner le slot d'arrivée, eh bien, vous allez avoir besoin, si vous le pouvez d'un point de vue fuel, euh, vous allez avoir besoin d'accélérer. Donc, là aussi, vous allez augmenter votre valeur de cost index. Oui, il y a aussi des routes qui sont délicates en termes de fuel, et là, vous allez minimiser le cost index égal 0. Et bien entendu, la liste n'est pas exhaustive. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les FMS des avions maintenant ne gèrent pas plus, en tout cas, des notions de vitesse, mais des notions de coût. Et on en a suffisamment parlé. Donc le cost index est un outil pour gérer l'optimum entre le temps de vol et le carburant et les coûts fixes. Et comme on l'a dit rapidement tout à l'heure, il est basé sur des coûts internes à chaque compagnie et les pilotes n'ont pas accès à tout ce bazar de calcul. Donc on utilise le cost index qui est donné par le dispatch, sauf cas particulier. Maintenant, quel est l'impact du cost index vis-à-vis de la phase de montée, de climb? En fait, vous remarquerez que le FMS calcule le top of climb en fonction du cost index. Avec un cost index faible, égal à 0 ou proche de 0, l'avion monte au premier niveau de vol, hein, je dis le premier parce que vous pouvez avoir des step climb comme ça. Donc, il monte à votre premier niveau de vol indiqué sur la distance la plus courte possible. Moi, ça me fait penser à une notion de pente max qu'on utilise bah, aussi sur les petits avions d'aéroclub. Si maintenant on est avec un cost index max, l'idée va être de monter au niveau de vol assigné le plus vite possible en termes de temps. Mais ça va demander une distance plus longue. Et moi, ça me fait penser, pareil, par rapport aux petits avions d'aéroclub, petits, à ce qu'on appelle la VZ Max, le fait de monter une altitude donnée dans un temps minimum, ce qui a un impact sur la distance. Donc la variation de la distance entre le take-off et le top of climb va changer en fonction de la valeur du cost index. Et bien là aussi, si dans votre pardon, faites l'essai en allant dans votre plan de vol, en, en affichant sur le navigation display en mode plan la route des départ, vous allez jusqu'à l'endroit indiqué par la petite flèche bleue, comme ça, qui monte, hop, et puis qui s'arrête. Ça, c'est le top of climb. Et modifiez le cost index et vous verrez que ce top of climb va changer d'endroit. Pour finir avec cette valeur du cost index, l'impact du cost index sur la phase de montée,
là un extrait de tableau qui vient de chez Airbus, où sur un A320, avec un profil de montée 250 nœuds jusqu'au niveau 100, en ISA conditions, pas de vent, et ensuite une montée jusqu'au niveau 330. Eh bien, alors peu importe les valeurs absolues, hein, il faut regarder le raisonnement relatif avec une valeur de cost index 0 ou cost index 100. Dans la partie climb jusqu'au euh, pardon, on remarque pour un cost index de 0, on va manger une tonne 7 pour la partie de climb segment, alors qu'un cost index de 100, on va manger plus de 2 tonnes.